Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec Chris Esson, ingénieur physicien. Chris Esson qui a travaillé dans le domaine de la physique de Nikola Tesla, entre autres. Dans l'ufologie, Chris Esson est spécialiste dans le phénomène OVNI. Chris est mon invité aujourd'hui. Bonjour Chris. Bonjour Léna, bonjour à tous. Chris, tu viens de mettre sur ta chaîne une vidéo qui est le résultat d'un travail étonnant détaillant l'historique des programmes spatiaux secrets. Alors, c'est pour cela que je voulais m'entretenir avec toi aujourd'hui pour parler un peu de ces recherches que tu as faites. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ces recherches en premier lieu, s'il te plaît? Alors, moi, le phénomène OVNI, je m'intéresse depuis à peu près 10 ans, un peu plus, depuis 2010, donc ça fait plus que 10 ans. Et bon, j'ai rapidement été convaincu de la réalité du phénomène. Et ce qui m'a intéressé après rapidement, c'est pas sommes-nous visités parce que rapidement, quand on cherche, on trouve la réponse, oui, c'est oui, hein, c'est indiscutable pour moi. Et donc, les questions suivantes, c'est comment font-ils? Et puis aussi, d'où viennent-ils? Que veulent-ils? Mais surtout, moi, mon intérêt, c'était déjà comprendre comment font-ils, quoi, et comment est-ce possible par rapport à mes connaissances physiques. Et de fil en aiguille, je me suis fortement intéressé à toutes les publications aussi des livres de Michael Salla, qui sont ultra documentés, avec des corroborations, des preuves, des documents vraiment, je dirais, c'est des enquêtes ultra minutieuses. Et moi, en parallèle, j'ai surtout travaillé la physique pour comprendre où était l'erreur de la science actuelle. Et donc, quand est sorti, il y a des livres de Michael Salla qui sont sortis à partir de 2015. Alors, bon, au tout début, en 2015, quand c'est sorti, bon, le premier livre, on lit ça, honnêtement, honnêtement, je suis pas allé au bout la première fois parce que j'étais pas prêt, en fait. Et donc là, l'idée, c'est justement, donc je comprends finalement les gens qui ne sont, qui, pareil, qui butent là-dessus parce que c'est tellement incroyable. Ce sont des informations tellement incroyables qu'il faut être capable de les raccrocher à quelque chose. Et moi, ma démarche, c'est OK, quels sont les éléments qui vont me permettre d'accepter les informations qui sont données, parce que ce sont des informations qui sont effectivement incroyables au sens premier du terme. Et donc, je comprends que les gens ou certaines personnes aient un phénomène de rejet là-dessus, parce que c'est trop, quand on n'est pas préparé. Et moi, ce qui m'a permis finalement d'accepter ce qui était dit, c'est le fait d'avoir redécouvert la physique qui explique l'antigravité. C'est ça qui m'a permis d'accepter finalement le fait que les programmes spatiaux secrets soient possibles. Parce que dire que, donc dans cette vidéo, on explique que les États-Unis ont développé des vaisseaux énormes, et de toute façon, c'est aussi ce que toi, Jean-Charles Moyen, David Rousseau racontent, qu'ils vont dans des vaisseaux qui sont finalement sous contrôle, développés dans le plus grand secret, par donc des sociétés, vous savez, développées par des terriens, mais dans le plus grand secret. Et bon, c'est effectivement, personne n'arrive à croire ça. Et là, tout mon travail, c'est justement montrer que c'est possible d'un point de vue physique. Et là, on a toute l'histoire de comment ce programme spatial secret s'est mis en place. Donc, c'est ça moi, qui m'intéresse d'expliquer. D'accord. Et donc, tu as poussé l'étude là dans l'historique donc, de ces programmes spatiaux secrets. Il y a toujours un mystère qui est toujours là. Les gens ont toujours une hésitation à y croire. Pourquoi crois-tu qu'il y a cette hésitation à y croire? Pourquoi crois-tu que les gouvernements nous cachent ces problèmes, ces programmes, pardon, ces programmes spatiaux? Mm. Ben, déjà, donc là, ce qui est raconté dans les livres de Michael Salla et dans un livre très important, donc, qui est le support principal de cette vidéo, qui a été écrit par William Tompkins, c'est il y a quand même une fois qu'on a répondu à la question, oui, nous sommes visités,
Et oui, il y a de la techno, donc il y a des échanges finalement de techno. On a reçu de l'information pour développer ces vaisseaux. Il y a quand même des questions qui fâchent ou des réponses en fait qui sont très gênantes sur finalement certaines races et euh, il y a, ben, il y a donc une volonté de certainement de cacher ça euh, parce qu'il y a des choses aussi ben, très choquantes dans dans toute l'histoire pour moi de l'ufologie et donc ce que raconte le livre de William Tompkins. Il était finalement au contact aussi de reptiliens. Donc il y a plein de races finalement qui ont cherché à prendre le contrôle de la Terre. C'est toute cette histoire qui est racontée et qui est choquante. Et alors heureusement, grâce aux informations que tu peux donner finalement au quotidien, et depuis fin 2021, bah, on a des nouvelles rassurantes qui vont permettre d'éviter la panique, finalement, le jour où l'information, ou les jours où les gens vont prendre conscience de tout ce qui s'est vraiment passé. Mais quand on lit ça, finalement, sans avoir cette information de fin 2021, où tu dis que finalement la Terre a été libérée de ces races négatives, mais si on n'a pas cette information, bah, c'est la panique, hein. C'est parce que ce qui est dit dans ces livres, c'est quand même pas spécialement rassurant. Donc, Oui. je pense que jusqu'à avant cette information, eh ben, tu fais tout pour cacher ça, parce que il y avait déjà eu une histoire de Dorson Welles en 36, et il avait fait une émission de radio, les gens étaient pris de panique, hein, bon, euh, et donc, ben, certes, tellement des choses inavouables dans ce qui s'est passé que, effectivement, il y a certainement une volonté de préparer les gens, éviter une certaine panique. Et puis, il y a aussi une mainmise ben, de certaines races hein, qui étaient présentes et qui avaient pris le contrôle. Donc, c'est tout ça qui est expliqué, en fait, dans les livres de Michael Salla et dans ce que toi tu racontes aussi. Et heureusement, finalement, ben, euh, tu as des bonnes nouvelles, tu as des très bonnes nouvelles. Et donc, c'est pour ça que, ben, pour moi, on peut en parler parce qu'il n'y a aucune raison de paniquer. Voilà, c'est le moment d'en parler puisque les problèmes, les choses qui pouvaient nous effrayer, en fait, ne sont plus effrayants du tout. Maintenant, c'est le moment où ces programmes spatiaux n'ont plus de raison d'être secrets, puisque les conflits avec des extraterrestres régressifs sont terminés. Mais ça, c'est pas que moi qui le dis. Cette information que j'ai reçue a été aussi corroborée hein, par des organismes très sérieux. Comment cela a commencé? Je veux dire, euh, parlons de la bataille de Los Angeles, par exemple. Oui. Donc là, ce que raconte donc William Tompkins, c'est qu'il y a eu un événement en 1942, dans la nuit du 24 février au 25 février 1942, donc un événement qui est finalement bien plus important que Roswell. C'est un événement ben, pas spécialement connu. Et là, il y a eu, donc ça se passe à Los Angeles, donc une vague d'engins, d'ovnis, est apparue. Alors ça a commencé vers 5h30 le soir, et avec un premier engin qui avait un rayon lumineux et puis ben, qui était extrêmement puissant et qui a éclairé un peu ben, tout l'environnement. Et après, dans la nuit, il y a eu une vague d'ovnis et on était en pleine guerre, hein, c'était février 42, c'était 3 mois après Pearl Harbor et la DCA a tiré toute la nuit de 1h30 du matin jusqu'à 5h30 sur ces engins, mais c'était ce que raconte William Tompkins, c'était des dizaines et des dizaines d'engins. Et donc, bon, il y a un film hein, dans la vidéo que j'ai diffusée, il y a un petit film qui montre ça. Et donc lui était témoin de ça parce qu'il habitait là et il a même le fameux rayon, un moment dans l'OVNI qui était à vers 5 heures le soir, et le rayon est passé dans le salon et c'était comme une lumière d'une puissance énorme. Et après, toute la nuit, la DCA a tiré dessus et il y avait un des vaisseaux qui était monstrueux, énorme d'après lui. Et après, il y a donc forcément, ça fait la une de tous les journaux hein, du coin. Et on a même des documents donc classés top secret
du général Marshall, qui était le chef des armées, qui a écrit, donc on a un document du 5 mars 1942, quelques jours après, où le document indique que non, ils ont quand même récupéré deux petits vaisseaux qu'ils ont réussi à battre, deux petits vaisseaux, ou qui ont été finalement volontairement donnés peut-être à l'humanité, on ne sait pas. Et ces deux petits vaisseaux, il y en a un qui est tombé dans l'eau, qui a été récupéré par l'US Navy, et un autre qui est tombé dans les terres et qui a été récupéré par l'US Army. Et donc, dès 1942, les États-Unis ont récupéré la technologie. Dès 1942, les États-Unis savaient que nous n'étions pas seuls. Donc, c'est un événement qui est énorme. Ça veut dire que on nous cache tout ça depuis 81 ans. Voilà. Et je voulais aussi, j'avais oublié de te demander, parce que la Fédération galactique des mondes, c'est l'organisation avec laquelle je suis en contact. Et donc, à partir de ces moments-là, à partir de la bataille de Los Angeles, il y a eu des contacts qui se sont faits avec cette Fédération galactique. Je sais que tu as fait quelques recherches et que tu peux amener quelques points chronologiques qui mentionnent les contacts avec cette fédération galactique, euh, s'il te Oui. plaît. Oui, donc, alors ça, c'est un peu plus tard, je pense que c'est vers 1950-1960. C'est William Tompkins, dans son livre, parle d'une réunion qu'il a eue avec Jacques Vallée, donc Jacques Vallée qui était très jeune. Alors, d'après mes recherches, là, Jacques Vallée aurait migré aux États-Unis début des années 60, en 62 de mémoire. Bon, alors peut-être qu'il a fait des voyages avant. Et donc là, William Tompkins ne donne pas la date précise de cette réunion avec Jacques Vallée. Et c'est Jacques Vallée qui lui a parlé de l'existence d'une fédération galactique. Mais bon, quand on y pense, finalement, il n'y a rien de choquant. Si on répond par l'affirmative à la question sommes-nous visités? Donc si on dit bah oui, on est visité, bon, ça veut dire que de toute façon, bon, il n'y a pas qu'une seule race qui nous visite. Une fois qu'il y en a au moins une qui arrive, on peut se dire qu'il y en a des dizaines qui peuvent venir. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait qu'une seule. C'est Donc clair. si on admet que finalement il y a au moins une race, finalement, ben, logiquement, il y en a autant qu'on veut qui peuvent venir jusqu'ici. Et du coup, bah, il n'y a rien de choquant à dire que ces races communiquent entre elles. Il y a des organisations interplanétaires, c'est la logique même que ces races, bah, finalement, se regroupent d'une manière ou d'une autre. Et donc, bah, ce qu'on voit, c'est toi la spécialiste, hein, sur tous ces regroupements entre des races bah, plutôt positives ou plutôt favorables à notre évolution. Et puis aussi d'autres regroupements ou des empires, l'Empire d'Orion, etc., où là, c'est plutôt des races négatives. Mais c'est la logique même de dire que eh bien, ces races, effectivement, communiquent entre elles et se regroupent. C'est- il y a- franchement, ça ne peut pas être autrement. Oui, mais oui, oui, bah, tout à fait. Là, bon, bah, c'est tout à fait logique. Et je sais qu'il y a le général Haïm Eshed qui a mentionné cette fédération galactique. Et c'est quelque chose qui a été mentionné plusieurs fois et qui a été mentionné dans les programmes spatiaux secrets. Et tu mentionnais, alors tu as commencé à parler de William Tompkins, qui était présent en tant que témoin à la bataille de Los Angeles. William Tompkins, qui plus tard écrira ses livres sélectionnés par des extraterrestres, Selected by Extraterrestrials en anglais. Euh, Quel est son parcours? Parce qu'il c'est un personnage qui est très très important
très très important dans cette divulgation des programmes spatiaux secrets. C'est le personnage clé. Donc, peux-tu nous parler de William Tompkins, s'il Tout te à plaît, fait. Chris? C'est un peu le père, en fait, parce que son histoire est exceptionnelle. C'est un peu le père des programmes spatiaux secrets. Donc, il a été aussi un élément fondamental dans le succès du programme Apollo. C'est lui qui a demandé à la NASA de construire le bâtiment d'assemblage là, qui est immense où les fusées sont construites, sont assemblées verticalement. Toute la salle de contrôle, c'est lui qui a imposé ça. C'est, donc c'est quelque chose de, c'est quelqu'un vraiment qui a un parcours au sein de tout l'aérospatiale américaine. Il a un parcours exceptionnel. Et donc, il s'est fait remarquer, en fait, donc il avait 18 ans à l'époque de la bataille de Los Angeles. Et alors, j'ai mis dans les liens, dans la description de la vidéo que j'ai mis sur ma chaîne, j'ai mis une interview de lui juste un an ou 6 mois avant sa mort. Il est décédé en 2017. Alors, une synchronicité, il est décédé le jour de l'éclipse totale de soleil pour la Saint-Christophe. Euh, Voilà. Donc, le 21 août 2017, il est décédé pendant l'éclipse totale, ou disons le jour de l'éclipse totale. Mm. C'est impressionnant, ça. Mm. Mm. Et donc, je disais, oui, dans son parcours, alors il raconte aussi que le jour de la bataille de Los Angeles, il y avait une réunion très, très importante. Donc, dans l'interview que j'ai mis, c'est sous-titré en anglais, hein, je vais passer tout le week-end à sous-titrer. Donc, c'est sous-titré en anglais. Et donc, il explique que le jour de la bataille de Los Angeles, il y avait une réunion très importante avec le président de Douglas Aircraft, donc la compagnie Douglas, qui était la plus grosse société en fait pas aérospatiale, d'aéronautique à l'époque. Euh, et donc, il y avait une réunion très importante entre Donald Douglas père et deux généraux et deux amiraux, et qui ont été témoins de la bataille de Los Angeles. Et c'est suite à ça que Donald Douglas père a mis en place toute une organisation secrète d'études du phénomène OVNI et de démarrage des programmes spatiaux secrets, parce que lui et deux généraux et deux amiraux, dont le général Curtis LeMay, qui est aussi un personnage très important dans l'histoire finalement américaine, eh bien, ils ont été témoins de ça, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu mettre en place cette structure. Et donc lui, il s'était fait repérer aussi, même avant 42, parce il avait un don de créer des maquettes parfaites de tous les bateaux de la Navy qui étaient stationnés dans la baie de Los Angeles ou de San Diego. Et il a même eu, ils sont vite intéressés à lui et ils l'ont recruté donc après 42. Non, même non, en janvier, dès 42, il était recruté pour participer à un programme d'espionnage. Donc, son histoire est extraordinaire parce que donc, là, c'était un programme d'espionnage qui était mis en place par un amiral qui s'appelle Rico Botta. Et là, ils avaient une équipe de 29 espions en Allemagne qui espionnaient les recherches secrètes sous le Troisième Reich autour de l'antigravité. Donc, ce qui nous explique, c'est que finalement, sous Hitler, les SS avaient un programme ultra secret de développement de soucoupes volantes. Mm. Donc, ça paraît complètement dingue. Ça paraît complètement dingue. C'est pour ça qu'on lit ça au début, dans le livre même de Michael Salla, le premier livre qui explique ça, on ne veut pas croire. On ne veut pas croire parce qu'on dit, c'est trop, c'est trop. Mais on a toutes les preuves. Je mets même un document de la CIA daté de 53 où c'est la CIA qui a ce document qui explique qu'effectivement, ils ont les preuves que les nazis faisaient des essais de soucoupe en 45. Ouais. Donc ça, c'est le document de la CIA. Et donc, lui participait jusqu'en de 42 à 46 à ce programme d'espionnage. Alors, lui, il était côté américain, forcément, à San Diego. Et son travail, c'était d'amener toutes ces informations qui étaient retapées, retranscrites
euh, et bien dans des réunions secrètes, elles étaient retranscrites. Et lui, après, prenait l'avion de l'amiral pour aller dans les installations, donc dans les labos de recherche, et donc chez Douglas, chez Northrop, qui sont qui étaient les grosses sociétés qui sont maintenant dans aéronautique de l'époque, qui sont maintenant aérospatiales, et aussi Lockheed et les labos, et il allait amener ces documents ultra secrets pour étudier ce que les nazis développaient. Et même, il raconte que Rico Botta, quand les espions, donc c'était des espions finalement d'origine allemande, qui étaient des espions américains, mais d'origine allemande, alors qui étaient là-bas, et qui étaient infiltrés dans ces programmes, et qui prenaient des photos, etc. C'est ce qu'il raconte, en tout cas. C'est ce qu'il raconte. Et donc, lui, son travail, c'était d'amener ça dans les labos de recherche. Alors, ça me rappelle énormément le livre aussi du colonel Corso, The Day After Roswell, au lendemain de Roswell, où là, Corso, c'est en 1960, colonel Corso était responsable de la recherche au Pentagone, et là, lui, c'était sur les débris de Roswell. Pareil, il a fait un peu le même travail que William Tompkins, d'amener ces débris, de soumettre ces débris au labo de recherche. Lui, c'était dans les années 60, Mhm. au début oui, 1960. Mais William Tompkins faisait la même chose de 1942 à 1946. C'est incroyable. Et après la guerre, il a, il est passé chez Northrop, chez Lockheed, et il s'est retrouvé embauché chez Douglas dans un fameux groupe ultra secret qui s'appelle le groupe A250 Advanced Design, où là, eh bien, son travail, c'était d'imaginer les vaisseaux spatiaux du futur, mais c'était pour aller beaucoup plus loin que la Lune. Ils imaginaient déjà visiter les 12 étoiles les plus proches. C'était complètement dingue. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Non, mais c'est un truc de dingue. Bah oui, Et, oui, et, et, oui. et tout ce qu'il raconte, alors après, il nous raconte toute l'histoire du programme Apollo, mais le programme Apollo, ce n'était pas du tout à faire 6 vols sur la Lune et puis s'arrêter. Il raconte que le programme Apollo, c'était de coloniser finalement les autres planètes du système solaire et donc de visiter après, d'aller plus loin, etc. Et le programme était censé durer jusqu'en 1999. Et il n'était pas censé s'arrêter en 72. Oui, parce que donc Et c'est pour ça. ouais, oui, William Tompkins fait partie de l'histoire un petit peu, était impliqué dans. Vas-y, je te laisse parler, oui. Et donc tout son travail, c'était les fusées. En fait, lui, il cherchait à faire aussi un processus industriel de lancement de fusées, et pas pour en lancer que 6. C'était pour en lancer une, comme un peu SpaceX maintenant, où il les lance un peu à la chaîne. Mais voilà, donc à l'époque, ils voulaient lancer des fusées très très régulièrement, parce qu'ils avaient le projet de faire des bases avec 10 000 hommes sur la Lune. Non, mais ce qu'il raconte. Donc lui, il travaillait sur ses projets. Et c'était lui, et il avait une équipe de 170 ingénieurs. Waouh, waouh, waouh. Et c'est lui qui est allé. Donc il y a toute une anecdote qu'il explique là dans la vidéo aussi, dans le livre, où il est allé convaincre les deux dirigeants de la NASA, Karl Debus, et puis, qui était le numéro un, et Werner von Braun, qui était le numéro 2, parce que et ça, c'était en 1962. Ils s'en sortaient pas, ils utilisaient les techniques à l'ancienne, les techniques, les anciennes techniques pour le lancement de V2, où c'était assemblé comme ils pouvaient, et ils remontaient. Bon, c'était pas du tout, c'était de l'artisanat. C'était impossible de réussir le programme Apollo. Et c'est lui qui est allé contre l'avis de sa hiérarchie, qui lui a même valu de se faire virer après, contre l'avis de sa hiérarchie, parce que ça a impacté tout le planning. Et la société Douglas livrait un étage de fusée. Ils ne voulaient surtout pas que ça décale le planning. Et il est allé malgré tout, lui, leur expliquer à Karl Debus et à Werner von Braun qu'ils allaient se planter, et qu'il fallait faire comme il disait, quoi. Et donc, il fallait construire le super bâtiment là, d'assemblage vertical, il fallait la salle de contrôle que lui avait imaginée, parce que l'étage de la fusée que Douglas fournissait, c'était tout le contrôle du lancement et tout le contrôle de la fusée. Donc, c'était lui qui était au cœur de ça, quoi. C'est quelqu'un c'est, genre, j'en ai des frissons parce que moi, je suis dans le milieu aussi. Bon, pas du tout à ce niveau-là, forcément, mais je vois ce que ça représente, mais c'est C'est clair. énorme.
Bah oui, c'est ton travail. Enfin, je veux dire, c'est ton travail, c'est ton même champ de travail. Oui, il y a une anecdote avec Apollo, la mission Apollo 11. Bon, déjà, il y a eu un incident avec Apollo 8, comme tu décris dans ta vidéo, et ensuite Apollo 11, où William Tompkins s'est illustré en faisant un dessin. Est-ce que tu peux Oui, mentionner ça, s'il te plaît? oui. Alors c'est une histoire, oui, où donc au moment, lorsqu'il affirme, alors ça c'était confirmé aussi dans le deuxième livre, dans le tome 2 de Michael Salla sur les programmes spatiaux secrets. Donc Michael Salla a réussi à obtenir plusieurs confirmations que ce que raconte Tompkins, c'est réel. Et Oui, il donc était en il contact raconte avec que, Tompkins aussi, oui. oui, oui. Et donc, il dit que, donc William Tompkins dit qu'au moment où Neil Armstrong est descendu du LEM, eh bien, il y avait 7 vaisseaux qui étaient parqués en lévitation au-dessus de la mer de la Tranquillité. Et il y avait c'était des reptiliens qui étaient même descendus du vaisseau et qui étaient donc debout, et des reptiliens de 3 mètres de haut qui étaient debout et donc, il parle de 200 E.T. Qui étaient là à observer Armstrong et Aldrin. Non, pardon, oui, Armstrong et Aldrin, ouais. Et donc, euh, et qu'ils auraient reçu le message de ne faire que 6 missions, de prendre des cailloux, etc., et puis de ne jamais revenir. Et c'est pour ça que finalement, selon lui, le programme Apollo s'est arrêté au sixième. Donc il y a eu 2 Apollo 11, un Apollo 17. Voilà. Et William Et Tompkins puis bon, était présent dans la salle de contrôle et avec le live feed direct, il a fait un dessin de ces oui, vaisseaux-là. voilà, donc le dessin, il est mis dans la vidéo aussi. Et donc, eh bien, Michael Salla a pu obtenir des confirmations des proches de Neil Armstrong et Aldrin, et puis d'autres confirmations aussi au moment, bon, Armstrong à la NASA, à quelqu'un, il avait aussi lâché l'information. Donc, c'est confirmé, ouais, ouais. Alors, donc, je disais, oui, il n'y a que 6 vols entre Apollo 11 et Apollo 17, parce que on ne compte pas Apollo 13, qui n'a pas réussi à se poser à cause des problèmes qu'ils ont eus. Donc, il n'y a eu que 6 vols qui se sont vraiment posés. Voilà, voilà. Et William Tompkins, donc il a été. Est-ce que tu peux parler maintenant de son implication dans le travail sur les programmes spatiaux il y avait un groupe donc, que tu mentionnes dans ta vidéo, un groupe de travail Oui, qui s'appelle A250 Advanced Design, euh, oui. s'il te Donc plaît. là, alors ce groupe, donc ça, c'était chez Douglas, donc dans la section des missiles, Missile Engineering. Il disait bon, il y avait 2 chefs, un qui s'appelle Elmer Wheaton et puis Wolfgang Klemperer. Et Wolfgang Klemperer était finalement l'auteur, en fait, c'était un Allemand, mais qui avait travaillé chez Zeppelin en Allemagne, qui est venu en Allemagne en 1924, qui est passé chez Zeppelin et après qui a été directeur adjoint de Douglas. Et c'était lui l'expert technique sur l'antigravité. Donc, et tout ce document MTM 622, qui a été, alors, qui a 5 parties et une seule est aujourd'hui d'accès public. Les 4 autres sont toujours top secret. Donc, ça paraissait complètement dingue. Et euh, donc, il disait, bah, c'était leur document de référence sur l'antigravité. Et ça, c'était écrit par donc Wolfgang Klemperer. Et donc, j'ai sorti là dans ma vidéo, moi j'ai les documents. Donc, on voit il y avait une activité très très forte dans les années autour de 54-55 sur l'étude de l'antigravité, ou même dans les journaux, ils annonçaient que incessamment sous peu, ils allaient résoudre ou comprendre l'antigravité. Et donc, il y a aussi un extrait très important de Stephen Greer, qui est l'organisateur du Disclosure Project, qui a annoncé, donc lors d'une conférence en 2013, auquel j'assistais moi à distance. Eh bien, il a annoncé que c'est en octobre 54 que les Américains ont compris l'antigravité. Et le document là que j'ai, donc le MTM 522, il date de décembre 54. Décembre D'accord. 54 et mars 55. Donc on est pile poil dans la période. Et où c'est trop fort aussi, c'est que moi j'ai cherché, après j'ai fait des recherches sur ce fameux Wolfgang Klemperer. Et donc j'ai trouvé, alors il est mort, donc là la date est dans la vidéo, mais à sa mort, ensuite, à quelques années après sa mort, sa fille a déposé ses archives à l'Université du Wyoming.
Et ce qu'expliquait William Tompkins, c'est que d'habitude, tous les documents, c'est marqué top secret, etc. Il y a des tampons dessus. Et là, ce qu'explique William Tompkins, c'est que ça, c'était une méthode qui était utilisée par Kelly Johnson, qui était le responsable chez Lockheed des programmes secrets. C'était de ne pas marquer, de ne pas tamponner les documents top secret, parce que quand tu vois un tampon top secret, tu tombes dessus, tu te dis, bon, Ah, ça attire voilà. l'œil. Ça attire l'œil. Et donc, tous ces documents, finalement, n'avaient aucun tampon pour pas attirer l'œil. Et euh, quand moi, j'ai trouvé finalement les archives à l'Université du Wyoming, je me suis dit, ah bah tiens, il y a peut-être des choses intéressantes. Et surtout que donc il y avait deux boîtes, il y avait deux pochettes qui étaient intitulées Gravity 1954 et puis une autre pochette Interstellar Travel Time. Donc Waouh. j'ai contacté l'Université du Wyoming, le service des archives, pour avoir accès à ces documents. Et ils me les ont envoyés. Génial. Waouh. Oui, alors moi j'espérais récupérer tout un gros truc et tout. Bon, alors j'ai eu, alors, il y avait qu'une feuille une feuille dans chaque, mais j'ai des documents donc de Wolfram Klemperer. Et donc il y avait le document sur Gravity, c'était en fait ça calculait la gravité à l'intérieur d'une planète. Bon, c'est un exercice que je connaissais, mais ça m'a aidé après dans ma théorie sur finalement retrouver les théories de Tesla. Donc là, pareil, ça m'a fait remettre dans le bain sur la gravité grâce à cette feuille, quoi. Bon. Et l'autre feuille sur Interstellar Travel Time, bon, pour l'instant, je ne la comprends pas. Là, il y a des calculs, mais bon, je n'ai pas compris. Mais le Wolfgang, donc, on voit bien, il s'intéressait donc à des trajets. Donc là, c'est Interstellar Travel Time. Ce n'est pas des temps de trajet pour aller sur la Lune. C'est vraiment pour aller jusqu'à d'autres étoiles, quoi. Voilà, ça c'est fascinant. Moi, par mes contacts, m'a dit plusieurs fois pardon, les mots anglais me viennent d'abord. Voyager dans l'espace est égal à voyager dans le temps. J'entends toujours ça, on me dit Mm. toujours ça. Je ne sais pas l'expliquer, on m'a pas expliqué les détails, mais oui, ça me fait penser à ça. Mm. Toujours sur William Tompkins, parce que je veux y revenir, parce qu'il y a tellement de choses à dire que tu expliques tout en détail dans ta vidéo. Une dernière chose, c'est est-ce que tu peux parler de Solar Warden, comment il est impliqué là-dedans, et des secrétaires, s'il te plaît. Oui, alors, donc, le travail de William Tompkins, c'était de concevoir donc, des vaisseaux gigantesques, mais donc de plusieurs kilomètres de long, il parle voilà, de 2 kilomètres de long, pour faire des voyages interstellaires. Et il était aidé, donc ça, il a mis du temps à admettre ça. Il était aidé par deux jeunes femmes, et alors un ou deux autres hommes, c'est pas très clair, parce qu'à un moment, il parle de un et après il parle de deux, mais c'est peut-être pas aux mêmes périodes. Et donc, qui avaient des pouvoirs qui lui envoyaient les informations par télépathie. Et même, il raconte, en fait, quand il est allé contre l'avis de sa hiérarchie, présenter donc le projet de refonte complet du programme Apollo à Karl Debus et à Werner von Braun. Donc là, il y a une histoire qu'il explique un peu dans la vidéo que j'ai mis en référence. Et là, c'est la fille, en fait, c'est la fille, donc sa secrétaire à distance, qui conduisait le camion parce que c'était un camion avec des vitesses, etc. Enfin, bon, c'est elle qui finalement qui maîtrisait ou parce que lui ne savait pas conduire le camion. Il disait il n'avait jamais conduit un camion avec le changement de vitesse, etc. Donc et même il disait c'est l'endroit le plus sécurisé. En fait, c'est l'un des endroits les plus sécurisés de la Terre, où étaient Karl Debus et Werner von Braun. Bon, il disait il y avait vraiment des conditions d'accès terribles. Et il est arrivé, au lieu d'être contrôlé par les gardes, etc., finalement, les portes se sont ouvertes et les gardes se sont pointés avec un chariot pour l'aider à descendre sa maquette, etc. Il avait une maquette qui faisait 2 mètres par 2 mètres, une boîte énorme. Il disait ça aurait pu être une bombe, etc. Et en fait,
personne lui a rien demandé. C'est les gardes qui l'ont aidé à descendre, à descendre sa boîte du camion, parce que c'est la fille qui finalement a tout contrôlé à distance. Et il a compris finalement, finalement, donc il a fini par comprendre qu'ils n'étaient pas terrestres, hein, que c'était des Nordiques, parce que dans son environnement, il disait qu'il y avait chez Douglas, il y avait à la fois donc au moins trois Nordiques, les deux filles et puis un garçon, mais il y avait aussi des reptiliens. Il disait, et même il en a vu qui faisaient du shape-shifting, donc finalement, ils se métamorphosaient. Des fois, quand ils se contrôlaient pas, ils pouvaient finalement réapparaître sous forme reptilienne. Donc, ils étaient D'accord. parce qu'ils étaient sans arrêt espionnés, où ils savaient finalement que dans l'équipe ou pas loin chez Douglas, ils étaient infiltrés, totalement infiltrés. Donc, toute Waouh. l'histoire du développement de ces projets, à chaque fois, donc il y avait une guerre interne entre des reptiliens et des Nordiques qui étaient infiltrés dans l'équipe. Oh, c'est C'est son passionnant, histoire. ça. Mais toute l'histoire est complètement dingue. C'est Oui, oui, passionnant. c'est tout. Oui, oui. Et lui, donc c'est pour ça que le livre, c'est Ma vie parmi les extraterrestres, parce que finalement, ce qu'il raconte, c'est ils étaient là. Et donc, il y avait les Nordiques qui cherchaient à faire avancer, ou lui donner les bonnes idées. Donc c'est lui, finalement, c'était le chef, donc toutes ces idées, il les faisait appliquer par les autres. Et les reptiliens cherchaient à saboter. Il y avait sans arrêt des problèmes techniques, etc. Parce que finalement, eux, le but des reptiliens, c'est de saboter le projet. Ah oui, c'est Donc, clair. c'est tout ce qu'il raconte. Waouh. Alors, moi, je veux faire une Oui, j'ai pas Oui, fini. Ah vas-y, ouais, vas-y, attends, allez, j'ai vas-y. pas fini. Et donc, quand, quand Michael Salla a sorti son livre, alors oui, ce qu'il faut dire, c'est que le livre de Tompkins, il a été aussi l'éditeur du livre. C'est une autre personne très importante dans le domaine de l'ufologie américaine, c'est Robert Wood, Bob Wood, qui est aussi un ancien de chez Douglas. Alors, il ne se connaissait pas chez Douglas, mais les deux étaient chez Douglas. Et Bob Wood a confirmé tous les noms que William Tompkins a donnés dans son livre. C'était des gens qui lui connaissait chez Douglas. Et donc Bob Wood est aussi celui qui est responsable du site Majestic Document, tous les documents de l'époque, hein, tous les documents magistiques, donc du groupe secret sur l'étude des ovnis, là-bas donc aux États-Unis, et c'est toute l'authentification de ces documents, c'est Bob Wood qui a ce site en fait, Majestic Document. Donc c'est vraiment, ce sont des gens ultra sérieux dans le domaine. On ne peut pas faire plus sérieux, quoi. D'accord. Ah oui, mais tout à fait. Je veux dire, ce sont des Oui. évidences venant vraiment d'organisations, hein. Je veux dire, c'est sérieux, quoi. Vas-y. Ouais. Ah oui, donc j'ai pas fini ce que je voulais dire. Et donc, quand Michael Salla a sorti son livre, alors le premier livre, le premier tome sur les programmes spatiaux secrets, il l'a sorti septembre 2015, quelque chose comme ça. Et William Tompkins, lui, pensait être le premier à divulguer ça. Lui, il l'a sorti en décembre 2015, donc 3 mois plus tard. Donc, il s'est fait griller par Michael Salla. Et dans le livre de Michael Salla, qui explique tous les programmes spatiaux secrets, ou la genèse, finalement, sous le Troisième Reich, avec l'histoire de Maria Orsic, qui était donc une médium qui a capté dans les années 20, qui a reçu des messages télépathiques en provenance d'une race de Nordiques d'Aldébaran, mais qui était plus ou moins, finalement, plus ou moins bon, je dirais, ou plus ou moins favorable. Donc, tu me disais que ceux-là, ils se sont fait jeter de la Fédération Galactique plus Oui. tard. Et donc, Maria Orsic, eh bien, il y a la photo de Maria Orsic dans le livre de Michael Salin, et Bob Wood, quand le livre est sorti, l'a envoyé à William Tompkins. Et William Tompkins a dit, mais c'est ma secrétaire. Donc, la secrétaire qu'il avait dans les années 50, c'est le sosie, ou c'est la même que Maria Orsic dans les années 20. Oui, c'est ce qui est très intéressant, c'est que dans l'affaire de Billy Mayer, il l'a reconnu aussi. Sam Oui, Jazz, c'est la même. voilà. Et voilà. Alors, il y avait une chose intéressante dans l'affaire de Billy Mayer, c'est une petite parenthèse. Il décrit le vaisseau de Sam Jazz, alias Maria Orsic, probablement comme un vaisseau Onnebu. Alors, ces vaisseaux, alors les Onnebu, on peut commencer rapidement à en parler. Wernher von Braun, Onnebu, tous les programmes secrets nazis. Donc,
Oui, alors, donc là, oui, j'ai pas eu le temps de parler de ça. Donc après la bataille de Los Angeles, donc en 42, il y a eu un autre événement, finalement, avant Roswell. Donc Roswell, c'est début juillet 47, mais il y a un autre événement majeur, finalement, dans l'histoire de l'ufologie américaine, c'est ce qui s'est passé en Antarctique, finalement, en janvier-février 1947, donc 6 mois avant, à 6 mois avant Roswell, où là, eh bien, bah, le programme d'espionnage euh, que Rico Botta avait monté donc avec William Tompkins, ils avaient les infos comme quoi bon, bah, les nazis euh, avaient développé des programmes, ben, des engins et aussi avaient monté des bases en Antarctique. Donc ils étaient au courant de ça et c'est pour ça que ils ont voulu aller déloger les nazis à l'hiver 46-47. Et donc nazis ben, d'après les informations qu'ils avaient, collaboraient avec les reptiliens. Et ben, c'est dans la vidéo, hein. Donc là, c'est un reportage qui est un reportage russe, hein, du ex, qui vient, oui, qui était un reportage qui était secret au départ et qui a été finalement publié sur l'histoire de cette opération en Antarctique avec l'amiral Byrd, qui était le spécialiste de l'Antarctique, des pôles en fait. L'amiral Byrd avait déjà fait des expéditions au pôle Nord et au pôle Sud auparavant, et donc il est retourné ben, faire cette expédition qui s'appelle l'expédition High Jump et qui était une expédition énorme avec un porte-avions, un sous-marin, plein de bateaux, une trentaine d'avions et d'hélicoptères, 5000 hommes, qui était soi-disant une opération scientifique, mais qui n'était pas du tout une opération scientifique, qui était dans le but de trouver les bases nazies et de les détruire en Antarctique. Et, et c'était une expédition qui était censée durer 6 mois, et ils se sont fait détruire carrément. Donc vers février 47, ils ont été attaqués par des soucoupes volantes qui ont détruit ils les ont détruits, et ils sont partis, ils sont pas restés parce qu'ils se faisaient détruire. Et donc toutes les avions, et donc il y a eu des bateaux de coulée, et donc ben, et d'énormes pertes pour l'armada américaine. Et donc ça, ce sont des faits historiques parce que l'amiral Byrd, quand ils ont pris la fuite finalement en début mars de mémoire 47, et ils se sont arrêtés au Chili. Et il y a un article de journal donc, qui date de mars 47 par là, dans un journal qui s'appelle El Mercurio, où il dit mais que la prochaine guerre, les États-Unis auront à la faire contre des ennemis qui savent aller d'un pôle à l'autre très très vite. Donc c'est une histoire encore incroyable, mais ce sont des faits historiques. Voilà. Et alors, c'est par rapport à donc, l'opération High Jump, Amiral Byrd, il voit ces vaisseaux antigravité qui vont à une vitesse dingue détruire leur flotte. Quel est le rapport avec le travail que William Tompkins faisait en tant qu'espion en Allemagne? Et je pense qu'il y a un lien aussi avec ce qu'on appelle le Washington Oui, Flyover, oui, s'il oui, te plaît. oui, oui. Donc, alors, William Tompkins, lui, était à San Diego. Donc, les espions étaient, eh ben, ils prenaient leurs informations en Allemagne. Alors, je ne sais pas après comment l'information arrivait jusqu'à San Diego, mais William Tompkins, lui, était basé à San Diego et après se chargeait de disséminer l'information aux États-Unis. Et c'est là qu'on voit qu'il y a donc ce groupe reptilien Dracos qui va finalement qui va être après bah, à l'origine de ce qui s'appelle la Dark Fleet, donc avec les nazis d'Antarctique. Et il y a, c'est vraiment, c'est, euh, il y a, bah, comment dire, après les années 50, l'administration Eisenhower a été contactée, donc il y a une histoire sur le fait que Eisenhower a eu des réunions en 54-55 alors avec des extraterrestres, et c'est là, il y avait les deux camps à la fois reptiliens, gris d'un côté et Fédération galactique de l'autre. Les deux cherchaient à entrer en contact avec Eisenhower, et donc ça c'est 54-55, et c'est là que finalement le MJ-12
a finalement décidé de signer des accords avec le groupe donc reptilien Dracos et Gris pour récupérer de la techno, euh, parce qu'il leur promettait, ce groupe leur promettait de la techno pour aider à développer des armes. Alors on était en pleine guerre froide, c'était le début des développements des bombes atomiques. Et donc j'explique ça aussi sur ma chaîne. J'ai quatre autres vidéos sur les programmes spatiaux secrets qui expliquent en fait les quatre premiers tomes de Michael Salin et donc qui viennent compléter cette vidéo. Et donc euh, les MJ12 finalement a cru que ces reptiliens Dracos leur passeraient de la technologie et donc ils ont signé avec eux. Et par ailleurs, donc la Fédération Galactique, eux, leur discours, d'après donc, les informations qu'on a, ou c'est aussi ce que il doit y avoir dans ton livre, donc We Will Never Let You Down, donc je ne vais pas te l'apprendre. Donc le fait que les reptiliens Dracos, pardon, que la Fédération Galactique, eux, leur discours, c'était de ne pas développer les bombes atomiques. Et c'est aussi tout ce qui explique Laurent Eisenhower que finalement, Ike Eisenhower, lui, était favorable à ne pas se lancer donc à cette guerre, dans cette guerre froide, cette course aux armes atomiques. Et manque de peau, donc le président russe est mort à ce moment-là, au mauvais moment, en gros. Et donc les accords entre les États-Unis, dont Eisenhower, et le côté russe n'ont pas pu se dérouler. Euh, et bon, donc la suite, ça a donné la guerre froide et toute la course aux armes atomiques. Et donc le survol de Washington, donc là, alors est-ce que c'est en 50, donc ça c'est en 52, en juillet 52, il y a eu 3 week-ends de suite où il y a eu plein de vaisseaux qui ont survolé Washington. Et donc ça c'est dans certaines de mes vidéos sur ma chaîne. Et alors pour moi, je ne sais pas, dans les hypothèses de Michael Salla, selon donc au début, il pensait que ça pouvait être les reptiliens, et puis après, ça pouvait être aussi la Fédération. Donc finalement, bon, je ne sais pas, moi, en finale, en 52, quel clan avait survolé Washington, mais bon, en tout cas, c'est l'un des deux clans entre les reptiliens d'un côté ou la Fédération Galactique qui voulait de toute façon influencer l'administration Eisenhower d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc, je ne sais pas, toi, sur quelle hypothèse tu es pour ce survol de Washington en 52. Euh, Ma perspective là-dessus, c'est que c'était les reptiliens et qui voulaient montrer leur technologie et dire vous ne nous menacez pas, nous on a plus de technologie que vous. Regardez, on peut voler au-dessus de la Maison Blanche et sans problème. C'était une démonstration de force. Est-ce que c'était en réponse de l'opération High Jump? C'était fort possible. Bon, Et donc, c'était le début des négociations, voilà. effectivement, entre les extraterrestres et l'administration Eisenhower. Voilà, c'est ça, en 1954, premier contact avec la Fédération Galactique, euh, qui met en garde de ne pas signer de contrat, d'agrément d'accord avec les reptiliens nazis et les gris. Donc, ce qui se passe, alors Eisenhower signe avec la Fédération Galactique pour un échange de technologie, ce qui donne lieu au programme secret, au développement des programmes secrets par la suite. Mais l'année d'après, en 55, comme la fédération avait averti, les gris et les reptiliens prennent contact avec l'administration Eisenhower et derrière le dos d'Eisenhower signent avec le MG12, le MG12, le Majestic 12, pardon, en français, ce en quoi Ike Eisenhower met en garde à la fin de son mandat. Il fait ce fameux discours où il met en garde contre le Majestic 12 et des influences extérieures. Donc, il est assez... beaucoup il insinue pas mal de choses.
des précisions encore aussi. Comment Vas-y. finalement, donc dans les programmes spatiaux secrets, il y a deux branches. Il y a eu deux branches qui se sont développées. En fait, il y a l'Air Force et l'US Navy. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est que quand William Tompkins, lui, il est arrivé chez Douglas, dans le fameux groupe secret A250, 51, 52, en 51 par là, et en fait, donc ce groupe avait été créé par Donald Douglas Senior après donc la bataille de Los Angeles, et la, la CIA et l'US Air Force ont été créés en septembre 47, juste après Roswell. En fait, Truman, en juillet, juste après Roswell, 3 semaines après, il a décidé de créer l'US Air Force et euh, la CIA, mais ça a été effectif qu'en septembre 47. Et l'US Air Force, donc le rôle en fait de la CIA était de maintenir le secret sur le phénomène OVNI, c'était finalement c'est le vrai rôle de la CIA, et après d'alimenter après en finance l'US Air Force pour développer les programmes spatiaux secrets, Voilà, côté US Air Force. je t'interromps juste pour te poser une question. Donc, la CIA a été créée ou décidée juste après le crash de Roswell, c'est ça? 3 semaines après Roswell. Mm. Merci. Oui, par Truman, ouais. Mm. Et effective en septembre. Et donc, euh, début 48, donc le fameux groupe A250, le fameux groupe oui, chez Douglas existait, et l'US Air Force a souhaité que ce groupe ne soit plus dépendant de Douglas Aircraft. Et donc, il y avait une équipe de 200 personnes qui était là. Et ils ont été obligés de créer une entité séparée, donc externe à Douglas, qui s'appelle la RAND Corporation, donc qui était Research and Development, donc la RAND Corporation, qui a été du coup une entité indépendante. Et donc ça a coupé l'équipe de Douglas en deux. Euh, donc d'un côté, il y a eu la RAND Corporation qui a été créée donc indépendamment de Douglas et qui travaillait finalement avec l'US Air Force. Et une partie des effectifs n'avaient pas souhaité quitter Douglas et sont restés. Et ils ont continué finalement leur activité. Et là, eux, ils ont continué à travailler avec l'US Navy. Donc c'est pour ça il y avait finalement deux équipes secrètes, les deux en gros basées à San Diego ou par là. Parce que oui, oui, les deux à San Diego. Et euh, mais donc une après, finalement, a travaillé pour l'US Air Force et avec les Dracos, et l'autre a travaillé pour l'US Navy, voilà, et influencé par les Nordiques. Et c'est pour ça que se sont développés finalement deux types de programmes, avec finalement l'US Air Force, qui elle est plutôt habituée à développer des petits engins, finalement des avions ou des vaisseaux, mais tu ne fais pas des missions longues. Et l'US Navy, tu pars en sous-marin, tu pars 6 mois en mer. Et donc l'US Navy avait un avantage énorme dans tout cet aspect logistique aussi des missions longue durée. Et même là, au tout début, finalement, les tout premiers prototypes auraient été développés finalement à partir de sous-marins qui étaient faits pour des missions longues dans un environnement hostile, étanche, etc. Et ils n'avaient plus qu'à rajouter des dispositifs anti-gravité pour faire voler le sous-marin, en gros. Tout simplement, tout simplement. Et alors, c'est l'US Navy, la coordination de l'US Navy avec les Nordiques, hein, la Fédération Galactique, aurait donné le programme Solar Warden, c'est ça? Exactement. Oui, oui, tout à fait. Le Solar Warden est le résultat de cette coopération nordique US Navy. Et la flotte noire, c'est le résultat de la coopération RAND Corporation US Air Force. Voilà, c'est ça. Donc, la compétition. Donc, euh, il y a une chose qui est intéressante aussi. Tu mentionnes le cas Adamski dans ta vidéo, mais il y a une raison pour ça. C'est pour ça que je veux l'amener là maintenant, parce que
Euh, on a parlé des projets Apollo avec l'incident de Apollo 11 où ils rencontrent des reptiliens avec des vaisseaux sur la Lune. Il y a des reptiliens qui infiltrent les bureaux de recherche où William Tompkins travaille. Euh, Comme Michael Salla le développe dans ses livres, les reptiliens ont fait des accords avec les nazis pour un échange de technologies. Les reptiliens ont aussi signé avec le Majestic 12 pour des échanges de technologies. Il y a tous les programmes nazis secrets qui sont en lien avec les reptiliens, avec l'Antarctique. Et voilà qu'on a ce cas Adamski qui est enlevé, enfin qui a des contacts avec un nordique, enfin qui est étrangement un nom allemand, Othon, et qui est dans un Onnebu, dans ce vaisseau typique nazi, antigravité nazi, le Onnebu, et qui est emmené sur la Lune. Donc ça, c'est intéressant aussi. Qu'est-ce que tu as commenté? Oui, alors je suis pas du tout un spécialiste de l'affaire Adamski, à part juste bon, bah, les photos, la photo connue de Adamski, où effectivement on voit que l'engin qu'il a pris en photo, c'est exactement le, les Onobu allemands ou finalement qu'ils ont développés avec donc à l'époque avec ben, oui, à cette époque ou en Antarctique. Alors après, est-ce que c'est alors c'est pareil côté allemand, il y avait deux clans. Il y avait Voilà. le clan euh, côté Maria Orsic qui, elle, bon, avait des influences donc, par ces Nordiques d'Aldébaran, et le clan SS qui développait, eux, avec les reptiliens, ou recevait des informations des reptiliens. Et donc, à une époque, ce que raconte William Tompkins, c'est que Hitler avait pris la main sur l'équipe de Maria-Orsic, mais après, ils les ont laissés faire parce qu'ils se sont dit, bon, on va les laisser travailler, développer leur engin, et on le reprendra quand on voudra. On peut le reprendre. Donc, ils ont laissé faire apparemment donc les deux programmes en parallèle. Donc après, ce fameux Horton ou Horton, à l'accent allemand, de quel côté il est? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout un spécialiste donc de l'affaire. Mais donc, est-ce qu'il était plus du côté en fait Maria Orsic avec ses Nordiques? Ça n'a pas l'air d'être un reptilien de toute façon. Donc, il a Ouais. plutôt l'air de ce côté-là. Moi, ce serait plutôt mon hypothèse, quoi, qu'il était de l'équipe de Maria Orsic, voilà. C'est très possible, oui, puisque c'était quand même un contact assez positif, tout comme Billy Meyer. Hein, c'est la même technologie, ce sont ces Onnebu, ces vaisseaux antigravité Mm. allemands, mais il y a vraiment deux programmes différents, il y a vraiment deux camps avec les Allemands. Hein. C'est très, très Mm. clair. Hein. Comme tu l'expliques très, Mm. très bien, Maria Orsic, avec ses programmes spatiaux, elle travaille avec la Fédération Galactique, elle travaille de plus en plus avec Solar Warden, et on a des témoins, des super soldats comme David Rousseau, Jean-Charles Moyen, qui ont rencontré Maria Orsic à bord d'un vaisseau de Solar Warden quand même. Ça, c'est important. Mm. Et de l'autre côté, dans le camp allemand aussi, on a le camp adverse qui est les nazis, le Troisième Reich, qui devient le Quatrième Reich quand ils vont en Antarctique, qui, eux, s'allient avec des reptiliens. C'est bien ça? Tout à fait. Et alors, il y a aussi un autre élément très important, c'est toute l'opération Paperclip, qui est le rapatriement de plein de scientifiques allemands après la guerre, qui se sont retrouvés finalement aux commandes des postes les plus importants aux États-Unis. Donc, bah, la NASA, c'était truffé de nazis. Donc, Werner von Braun et Karl Dönitz, c'était deux SS. Et tous les postes, le concepteur du moteur de Saturne V, c'était des nazis partout, ils étaient au poste clé, mais bon, on peut croire qu'ils ont été imposés là, bah, dans les accords entre MJ12, les reptiliens, parce qu'ils se sont retrouvés vraiment au poste clé, quoi. Pour, euh, pour en revenir à la divulgation, il y a eu, il y a eu quelques militaires qui ont osé parler. Quelquefois, c'était par des allusions. Et il y a un homme que tu mentionnes dans ta vidéo qui est Ben Rich. Alors, est-ce que tu Oui, peux nous parler de sa oui. déclaration, s'il te plaît? Oui, très important ça. Donc, Ben Rich a été donc à la société Lockheed Martin, qui est le numéro un
de la défense aux États-Unis, Lockheed Martin, donc a une branche Black Project qui s'appelle les Lockheed Skunk Works, qui est donc c'est là tous les projets noirs. Donc il y a pas que Lockheed qui a cette branche Black Project, hein. Les autres grosses sociétés américaines comme Northrop ont, je pense, aussi leur branche. Et le premier fondateur des Skunk Works, c'était Kelly Johnson, avec qui travaillait, donc qui était en contact direct avec William Tompkins, hein. Et ensuite, après Kelly Johnson, ça a été Ben Rich qui, dans les années 90, là, tout en 93, ou même après, et régulièrement, il disait nous avons les moyens de ramener E.T. à la maison. Tout ce que vous pouvez imaginer, nous savons le faire. Il présentait, donc il osait parler, il disait ça. Il disait on a des engins dans le désert qui ont 50 ans d'avance sur ce que vous pouvez imaginer. Oui, voilà, ça c'est quand même très important, très Oui. important. Donc là, c'est la reconnaissance que ces programmes spatiaux secrets existent par finalement le numéro un des Black Project de l'époque, donc Ben Rich. C'est pareil, c'est une déclaration extrêmement énorme. Oui, et puis alors Donc voilà. ces projets sont une réalité. On ne peut pas nier. Moi, je ne comprends pas finalement ceux qui disent oui, mais c'est n'importe quoi et tout. Mais il y a toutes les preuves. Quels sont les arguments des gens qui ne veulent, qui refusent ou qui disent c'est n'importe quoi. Il Oui, faut non, juste comprendre. Ce qui est important, pour moi, déjà d'écouter et de chercher à comprendre comment c'est possible. Donc c'est tout le travail que je fais, c'est finalement de montrer que c'est possible et que cette physique aussi. Donc cette physique est comprise. Finalement, c'est aussi tous mes travaux en physique, c'est d'expliquer. Alors, c'est ce que dit aussi William Tompkins, hein. William Tompkins dit, de toute façon, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on connaît, c'est faux. On est parti dans une mauvaise voie. Notre physique est fausse et notre médecine est fausse aussi. Et moi, c'est ce que j'ai redécouvert en étudiant Nikola Tesla, c'est qu'il faut inverser finalement toutes les hypothèses d'Einstein, il faut les inverser. Donc, pareil, j'ai un papier, j'ai découvert un papier qui est très important, c'est toute notre science moderne, toute notre science moderne depuis Einstein, et donc s'appuie sur les idées, les hypothèses d'Einstein en physique. Et en particulier donc, sur la relativité générale. Et toute la validation des hypothèses d'Einstein et de la relativité générale, c'est parce que Einstein avait prédit que la lumière se courbe au passage du Soleil, au passage d'une étoile, les rayons lumineux sont déviés. Et c'est donc Einstein qui avait affirmé ça. Et il avait même calculé la déviation grâce à la relativité générale. Et ça, c'était vérifié. Et Einstein est devenu célèbre grâce à l'éclipse totale de Soleil qui a eu lieu le 29 mai 1919. Einstein avait dit
il avait prédit que donc, pour vérifier sa théorie, il fallait une éclipse totale de Soleil et regarder au moment de l'éclipse les étoiles qui étaient au bord du Soleil et vérifier qu'elles se sont déplacées, en fait, qu'on les voit à une position différente. Ça a été validé par un astrophysicien, un astronome qui s'appelle Eddington le 29 mai 1919 et qui a montré que les étoiles, effectivement, avaient été déplacées pendant l'éclipse. Donc Einstein est devenu célèbre. La théorie, tout le monde a dit, OK, Einstein a raison, sa théorie est bonne, Einstein a raison. Sauf que le papier qui dit ça, le papier d'Einstein qui prédit que les rayons lumineux se déplacent dans un champ de gravité, ce papier, c'est un papier du 21 juin 1911 qui utilise les hypothèses compte inverse de la relativité générale. Hmm. Donc toute la validation de la relativité générale est basée sur du vent. Parce que le papier d'Einstein qui affirme que c'est grâce à une éclipse totale de Soleil qu'on va prouver que les rayons lumineux sont déviés, s'appuie sur des hypothèses physiques qui sont l'inverse de ce qu'il a dit plus tard. Et c'est les hypothèses physiques qu'avait Tesla. Et c'est celle que moi j'ai retrouvée en fait. Et on redémontre exactement tous les mêmes résultats en utilisant des hypothèses inversées. Et celui qui l'a démontré, c'est Einstein. Non, mais c'est. Oui, oui. Et donc toute la physique à partir de 1915 est fausse, alors que ce que Einstein disait en 1911 était encore valable. C'est vraiment, vraiment impressionnant comment l'information scientifique a été manipulée pour vraiment que le public n'ait pas accès à ces technologies. Franchement, Oui, c'est oui, oui, oui. Mais on peut penser que tous les scientifiques, je dirais, à l'époque, ont été influencés, finalement, ont reçu des influences négatives pour partir dans une mauvaise direction. Parce que oui, voilà, là, c'est bien clairement, sûr. euh, les scientifiques, oui, ont été aiguillés dans une mauvaise voie, mais pour moi, clairement, ils ont reçu ces mauvaises influences. Oui, oui, tout à fait. Oui, et ça, c'est pour ça qu'on se bat pour faire sortir la vérité et pour vraiment rappeler au public qu'il y a vraiment des faits, des personnages, des gouvernements, des militaires, tout ça. Mais il y a vraiment des évidences qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut pas contourner. Et maintenant, c'est le moment, comme tu le disais, Chris, au début, où les dangers sont passés et il est temps maintenant qu'on connaisse la vérité. Il y a eu cette conférence Washington Disclosure Project avec Stephen Greer. C'était en mai 2001, c'est ça? Alors, il y en a eu plusieurs. Effectivement, la toute première, c'était mai 2001. Après, il en a refait en 2007, en 2010. Il en refait Voilà, ah, une là d'accord. dans un mois, du 10 au 12 juin. Il en refait une autre là, 3 jours. Bon. Et cette conférence, ben, pour moi, c'est la conférence qui m'a convaincu bon, de la réalité du phénomène OVNI et qui m'a mis sur la piste pour étudier la physique et grâce à un témoignage très important de d'une personne qui s'appelle Mark McCandlish et qui présentait un engin voilà, développé par Lockheed Martin dans les Black Project. Donc là, c'était à l'époque, je pense, de Kelly Johnson. Et donc là, c'est un Alien Reproduction Vehicle. Donc finalement, ils ont reproduit une soucoupe volante, mais avec de la techno terrestre. Hein. Et c'est l'étude de cet engin qui a été présentée par Mark McCandlish donc au Disclosure Project de 2001 qu'un ami à lui avait vu en 1988 dans un show top secret. Hein. Lui, un ami à lui avait pu voir ça. Mais cet engin était déjà, finalement, il était déjà au musée parce que cet engin a été développé à la fin des années 50, début des années 60. C'était vraiment, là, il était déjà au musée, quoi. Et donc, c'est une soucoupe volante, la première développée par les Américains. C'est tellement simple, le fonctionnement finalement est tellement simple, où il n'y a pas grand-chose dedans. Oui, donc moi, tous mes travaux ont été, je dirais, guidés par comprendre comment ça marche, et c'est là que j'ai retrouvé toutes les théories physiques qui vont avec. Oui, tu as fait d'ailleurs sur ta chaîne, on peut trouver toutes les vidéos que tu as fait au sujet du Fluxliner et tu as décortiqué en fait le processus, le mécanisme. C'est très Oui. impressionnant la somme de travail que tu as fourni, qui est Alors, accessible sur tes chaînes.
Il y a un autre, sur ma chaîne aussi, il y a un autre, une autre soucoupe qui a été développée à la même époque, dans les années 60. C'est la soucoupe d'Otis Carr. Pareil, là, lui, c'était, alors lui, dans son garage, en gros, c'était pareil, c'est un génie, lui qui a été briefé, je dirais, qui a suivi qui a reçu des informations de Nikola Tesla. Et Otis Carr, en gros, avec une petite équipe, avait réussi à développer aussi une soucoupe volante j'ai mis le témoignage d'une des personnes de l'équipe qui s'appelle Ralph Ring. Et en 1960, ils avaient fait un vol. Là, l'engin s'est téléporté. Et euh, ils ont fait, où le pilotage était à base de cristaux. Donc là, on retombe. C'est ça Voilà. qui est fabuleux. C'est qu'on retombe avec l'histoire de Ralph Ring et de Otis Carr et de l'OTC X1. On retombe sur ce que tu racontes aussi, sur les aspects, l'utilisation de cristaux et tout l'aspect téléportation aussi. Donc, pour moi, il y a un volet important dans ce que raconte Jean-Charles. On dit Jean-Charles Moyen, donc il y a les capacités de se téléporter. Donc, ça, c'est un truc, c'est complètement dingue. Et, euh, et là, forcément, il n'y a pas grand monde qui arrive à croire ça. Et donc, on a des éléments très intéressants quand même. Donc, les premières expériences de téléportation qui ont été faites, eh bien, c'est l'expérience de Philadelphie en 1943, qui était une expérience de téléportation, avec là de la très haute tension. Mais donc, il y a eu ces tentatives de téléportation. Donc, cette expérience-là en 1943 s'est mal passée. Et on a aussi, j'ai trouvé récemment dans un livre, une personne qui avait des capacités finalement, je dirais, similaires à ce que raconte Jean-Charles Moyen. Donc là, c'est un livre pour moi qui est extraordinaire aussi, qui m'a fortement aidé dans mes recherches. Donc c'est, ce qu'on va le voir, c'est au-delà de l'impossible. Et donc, dans ce livre, donc c'est écrit par Didier Van Covelert, qui a donc deux autres livres sur le même genre, ça s'appelle Les Dictionnaires de l'impossible, où il ne raconte que des histoires impossibles. Et il y a une anecdote où, pendant la guerre, donc il y a une sœur, qui est une bonne sœur, qui avait la capacité de se téléporter et finalement de faire de la bilocation, voire même de la trilocation et qui s'appelle Sœur Aimée, il faut que je retrouve le nom, euh, j'ai le nom pas loin. Euh, alors, il y a même un livre qui parle d'elle, c'est La mère Yvonne Aimée, donc il y a un livre, c'est Les bilocations de mère Yvonne Aimée. Et donc, elle était capable d'apparaître à plusieurs endroits simultanément. Donc, finalement, ce qui arrive à Jean-Charles Moyen, eh bien, c'est arrivé à au moins une autre personne, ou au moins quelque chose quasiment équivalent. Et là, c'est pareil, il disait, quand elle était torturée par la Gestapo, elle arrivait à se matérialiser ailleurs, quoi. Mais en même bon, donc, de toute façon, les livres, là, toute la série de livres de Didier Von Cavallert, ce ne sont que des histoires extraordinaires, mais qui sont des faits réels aussi. Ouais, 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 c'est ça. C'est comme dans les événements de Jean-Charles Moyen, quoi. C'est ses expériences de téléportation. Depuis qu'il est petit, ses parents Mmh, trouvent du sable dans son lit, il mmh, revient bronzé. Il y a des témoins physiques qui l'ont vu aux deux endroits, disparaître en endroit, apparaître à l'autre. Récemment, il avait son téléphone avec lui. Le téléphone a enregistré la oui, j'ai vu. localisation GPS. Et là, on ne parle pas d'adresse VPN informatique. Non, on parle de satellite Mmh. GPS. Ça, tu peux pas tricher avec ça. Et moi, c'est très impressionnant. Et moi, je suis très excitée par toutes ces vérités qui sortent. Maintenant, il est temps.
Et il y a de la résistance hein, contre ça. Oui. Et alors même dans les voyages dans le temps, alors j'attends moi avec impatience, parce que c'est pareil, euh, ça c'est la grosse question, peut-on, ben, je me dis, oula, ben, les informations que tu as, les voyages dans le temps sont possibles, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors il y a, euh, j'ai assisté moi à une conférence il n'y a pas très longtemps de Jean-Claude Bourret qui qui maintenant dit qu'il va sortir des informations là-dessus parce qu'il travaille avec un physicien qui aurait des équations sur les voyages dans le temps. Bon, j'attends ça avec impatience parce que toutes les briques se mettent en place. Et cette notion de temps, bon, moi, là, pour l'instant, je suis un peu sec là-dessus. Donc, j'attends avec impatience les informations qui vont sortir euh, autour de ça parce que on va peut-être encore comprendre encore plus de choses. Oui, 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 oui. Moi, le peu d'éléments que j'ai par rapport à ça, par rapport à mes contacts, c'est que le temps est influencé par la gravité. On me dit que le temps linéaire n'est qu'une illusion qui est due à la gravité. La gravité, euh, comment dire, déforme le temps, le fait Mm, linéaire. Et une fois que tu quittes le champ gravitationnel d'une planète ou d'une étoile, quand tu n'es plus dans aucune gravité, tu n'es plus dans un temps linéaire. Alors ça c'est quelque chose de fascinant mm, euh, mm. qui est vraiment à développer, quoi. C'est sûr, ouais. Voilà. Donc, eh bien, écoute, oui, il y aura tellement d'autres choses à mentionner qui sont dans ta vidéo. Donc, je mets le lien de ta vidéo, Chris Esson, dans la description de notre interview, là, de notre vidéo. On verra nous parler notamment de Gary McKinnon. On n'a pas parlé de Gary McKinnon, le hacker qui a, Mm. hein, qui a découvert. Oui, bah, effectivement, grâce à cette fameuse conférence du Disclosure Project, pareil, c'est lui aussi, c'est cette conférence qui a fait tilt, hein, et il a voulu vérifier s'il trouvait des informations à la NASA ou au Pentagone, et il a réussi à hacker les serveurs de l'époque, hein, en 2001, NASA et Pentagone, et puis bon, il a fini par se faire prendre au moment où il téléchargeait une photo d'un vaisseau ou d'un engin, et il avait récupéré une liste d'officiers non terrestres. Alors après, en anglais, il faut comprendre les non-terrestrial officers. Comment tu le traduis? Est-ce que c'est des officiers basés hors de la Terre, ou est-ce que c'est des officiers finalement extraterrestres? Bon, tu peux l'interpréter de deux manières différentes, mais en tout cas, ça montre que bon, la NASA est au courant, ils peuvent pas le nier, quoi. Oui, c'était cette conférence de Disclosure Project de 2001, là, la même euh, créé une vocation pour Michael Salla, qui a tout abandonné pour se consacrer à ce travail hein, de divulgation. Donc enfin, tellement à découvrir dans ton travail, Chris. Et donc je conseille à tout le monde de regarder cette vidéo. Un dernier mot que tu aurais pour faire le point sur la divulgation à ces niveaux-là des programmes spatiaux? Eh bien, bon, on sera à Tours, toi, Jean-Charles, David Rousseau et moi et d'autres, bah, pour effectivement éveiller, ou au moins, bon, les personnes qui sont là suivent ta chaîne de très près, donc eux, ils sont déjà éveillés, mais déjà pour faire bouger les choses, parce que vraiment, l'ufologie française paraît quand même très très endormie ou très très frileuse, n'ose pas parler de ça, alors que c'est incompréhensible. Pourquoi on ne peut pas parler de ça, quoi? Il faut en parler, il faut en parler. Et il faut, pour moi, l'ufologie française, elle en est toujours au même niveau que le rapport Cometa il y a 25 ans. Il y a 24 ans, le rapport Cometa, il est sorti en 1999, c'était bon, la meilleure hypothèse, c'est l'hypothèse extraterrestre. Et quand on regarde finalement l'ufologie officielle ou les congrès officiels d'ufologie, ils parlent encore d'hypothèse extraterrestre. Mais alors, l'hypothèse extraterrestre, Arrêtez il là. serait peut-être temps de répondre, passer à la question suivante, quoi. Pour moi, la question n'est plus là. La question, c'est qui sont-ils, d'où viennent-ils, que veulent-ils, Mais oui, voilà, voilà, passer à la question supérieure, d'autant plus qu'on a toutes les preuves, on a toutes les attestations de voilà. toutes les personnes dont on vient de parler. Bien, Chris, merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ton dévouement à la divulgation, ton travail assidu et acharné, et passionné. Bah, merci à toi aussi, hein, pour toi pareil, hein, tout ce que tu fais, c'est toutes tes révélations, bah, c'est tellement extraordinaire. Ouais, travail d'équipe, travail d'équipe. Voilà, Voilà, c'est ça, voilà. exactement. Chris Esson, merci beaucoup et tout le monde là, cliquez vite sur cette vidéo de Chris Esson sur sa chaîne. Vous trouvez le lien dans la description. Et en route pour l'aventure de la divulgation, ce n'est que le début. Oui, merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir.